Je me tenais sur le podium, mon discours de major de promotion prêt, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine serrée par l'angoisse. Devant moi, au premier rang, 3 sièges vides me fixaient comme des orbites mortes. Ma mère venait de m'envoyer un SMS lapidaire. « Désolé, on ne peut pas déplacer la fête surprise d'Amber. » J'ai quand même prononcé mon discours. Mais ce n'était plus un discours sur la réussite académique. C'était un discours sur les déceptions familiales, sur l'abandon et sur la trahison. L'université l'a mis en ligne. 5 millions de vues plus tard, ma vie a changé à jamais. Avant de vous raconter comment une simple grillade a détruit ma famille et m'a propulsé au rang de phénomène Internet malgré moi, j'aimerais savoir qui est avec moi en ce moment précis. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'ai souvent cru être seul au monde, mais savoir que vous êtes là, à m'écouter, me donne la force de continuer. Allez, dites-moi tout, je vous lis. Il était 4 heures du matin à Montpellier, une heure où la ville dort encore, où seul le bruit lointain des camions de livraison brise le silence. Dans mon petit studio d'étudiante de 18 mètres carrés, l'unique ampoule du plafond vacillait, projetant des ombres dansantes et inquiétantes sur ma robe de cérémonie accrochée à la porte de l'armoire telle une relique sacrée. Je ne dormais pas. C'était impossible. Mon cœur battait la chamade, un mélange toxique et violent d'excitation pure et d'une anxiété sourde qui me tordait le ventre depuis des semaines. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, je devenais docteur en biotechnologie. Pas médecin généraliste, non, chercheuse de haut niveau. Le genre de personne qui passe sa vie enfermée à regarder dans des microscopes électroniques pour tenter de faire remarcher des gens paralysés, pour changer le monde, une cellule à la fois. J'ai lissé le tissu noir de la toge universitaire avec une main tremblante. Elle sentait le neuf, l'amidon et un peu la poussière du magasin de location. À côté, sur ma table de chevet encombrée de livres de biologie moléculaire et de tasses de café vides, il y avait les billets d'invitation VIP. Famille de la majeure de promotion. Ces mots, imprimés en lettres dorées sur du papier cartonné épais, représentaient pour moi le Saint Graal. J'avais envoyé les versions numériques à mes parents 6 mois plus tôt, dès que la date avait été confirmée. Je les avais appelés 3 fois, peut-être 4, pour confirmer qu'ils avaient bien reçu les billets, qu'ils savaient comment venir, où se garer. À chaque fois, ma mère, Muriel, avait soupiré au téléphone avec cette lassitude feinte que je connaissais par cœur. « Oui, oui, Soline, on a compris, c'est important pour toi. On sera là, ne t'inquiète pas, on n'est pas sénile. » J'ai regardé mon compte en banque sur l'application de mon téléphone. La lumière bleue de l'écran m'a fait plisser les yeux. Le solde affichait 12,50 €. Cela suffisait à peine pour m'acheter un sandwich triangle et une bouteille d'eau après la cérémonie. Mais je m'en fichais éperdument. J'avais un contrat post-doctoral prestigieux qui m'attendait à Paris le mois suivant. La misère, la vraie, celle qui vous colle à la peau, était finie. Enfin, c'est ce que je croyais naïvement ce matin-là. La pauvreté, je la connaissais intimement. Pas celle romantique des artistes bohèmes que l'on voit dans les films, mais la vraie pauvreté, celle qui fait mal, celle qui humilie. Celle où l'on choisit entre mettre le chauffage en hiver et prendre un vrai repas le soir. Pendant 9 longues années, j'ai vécu de bourses au mérite et de petits boulots épuisants. J'ai été serveuse dans un bar bruyant jusqu'à 2 heures du matin, supportant les remarques sexistes des clients ivres, pour ensuite courir au laboratoire à 7 heures, les yeux brûlants de fatigue, pour nourrir mes cultures cellulaires. Mes parents? Ils ne m'ont jamais envoyé un centime. Pas un euro. Tu as voulu faire des études de bourgeois, tu te débrouilles, on n'a pas les moyens de financer tes caprices, disait mon père, Régis, chaque fois que j'osais aborder le sujet. Pourtant, il y a 2 semaines à peine, le ton avait radicalement changé. C'était un mardi soir, je m'en souviens comme si c'était hier. Ma mère m'avait appelé en pleurs, sa voix brisée par les sanglots. Soline, c'est une catastrophe, une véritable tragédie. La voiture de papa, le joint de culasse a lâché sur l'autoroute. Le moteur est mort. S'il ne peut plus aller travailler à l'entrepôt, on est fichu. On ne pourra plus payer le loyer, on va se retrouver à la rue. Et le pire, c'est qu'on ne pourra même pas venir à ta remise de diplôme. J'avais senti un étau glacé se resserrer autour de ma poitrine. Pas eux. Pas maintenant. Pas après tout ce chemin parcouru. J'avais économisé, euro par euro, centime par centime, en me privant de tout, pour m'offrir un beau dîner au restaurant avec eux après la cérémonie. C'était mon cadeau pour moi-même, mon rêve secret, une soirée normale, une soirée de famille heureuse, autour d'une bonne table, à célébrer ma réussite.
Combien ? Avais-je demandé, la gorge sèche. 1 000 €. Le garagiste est formel, c'est le minimum pour qu'elle roule à nouveau. J'ai regardé mes économies. 1 012,50 €. C'était tout ce que j'avais au monde. Tout mon filet de sécurité. Mais l'idée qu'il rate ce jour unique, ce jour pour lequel je m'étais battue pendant une décennie, m'était insupportable. J'ai fait le virement instantané, les doigts tremblants sur l'écran tactile. C'est pour la voiture, maman. Pour que vous soyez là. Je vous en supplie, venez. Elle avait pleuré de gratitude, me remerciant 1000 fois. Merci ma chérie. Tu es un ange, tu nous sauves la vie. On sera là, promis, juré. On ne raterait ça pour rien au monde. Je me suis assise sur mon lit, fixant le mur décrépit de mon studio. J'avais faim, mon ventre gargouillait douloureusement. Je n'avais rien mangé depuis la veille midi pour économiser chaque centime. Mais ce n'était pas grave. Dans quelques heures, je verrai la fierté briller dans les yeux de mon père. Je verrai ma mère applaudir à tout rompre. Joris, mon frère aîné, serait là aussi. Même s'il se moquait toujours de mes livres compliqués et de mon ambition, il viendrait. C'était la famille. On se soutient dans les grands moments, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait quand on a le même sang. Quelle naïveté touchante. Je ne savais pas encore, dans la solitude de cette aube, que ces 1 000 € ne servaient pas à réparer une voiture en panne. Ils ne servaient pas à assurer la venue de mes parents. Ils servaient à financer l'instrument de mon humiliation publique. Il était 11 h du matin. Le soleil du sud de la France inondait les rues de Montpellier d'une lumière crue et joyeuse. Je venais d'arriver sur le campus universitaire, vêtu de ma toge et de ma toque, le cœur battant. L'ambiance était électrique, presque palpable. Partout, des étudiants en toge noire ou bleue prenaient des photos, lançaient leurs chapeaux en l'air, s'embrassaient, riaient aux éclats. Je voyais des pères ajuster avec fierté la cravate de leur fils, des mères épingler délicatement des fleurs sur la robe de leur fille, les yeux brillants de larmes de joie. Je me sentais un peu seule au milieu de cette foule aimante, comme une étrangère invitée à une fête qui n'était pas la sienne, mais je savais qu'ils étaient en route. Nîmes n'est qu'à 45 minutes de Montpellier par l'autoroute A9. Ils devaient être partis depuis longtemps. Ils devaient être là. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Joris. J'ai souri, soulagée. Ils devaient chercher une place de parking, c'était toujours compliqué ici. Allô, Joris ? Vous êtes où? Le parking sud est complet, il y a trop de monde, essayez le parking nord, c'est plus simple? Ouais, salut Soline, sa voix était pâteuse, traînante, étrange. J'ai tendu l'oreille. J'ai entendu de la musique forte en fond, de la techno bon marché. Des rires stridents. Le bruit caractéristique de glaçons qui s'entrechoquent dans un verre. Joris? Tout va bien? Vous avez un problème? Écoute, on a eu un petit changement de programme de dernière minute. Mon estomac s'est noué violemment. Un accident? Une panne? Une urgence médicale? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Ben voilà, il fait super beau aujourd'hui. Un temps magnifique, pas un nuage dans le ciel, tu vois. Et Lali? Lali. Sa nouvelle copine. Cela faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble. Une fille de 22 ans, très jolie, superficielle, qui avait le don agaçant de toujours tout ramener à elle, de toujours vouloir être le centre de l'attention. Lali a dit que c'était vraiment dommage de s'enfermer dans une salle de fac sombre et poussiéreuse un jour pareil. Elle a eu une envie soudaine d'un barbecue. Tu sais, pour fêter le soleil, la vie, le printemps, tout ça. Le temps s'est arrêté. Littéralement. Les bruits autour de moi, les rires, les félicitations, le chant des oiseaux sont devenus sourds, lointains, comme si j'étais soudainement plongée sous l'eau. Un barbecue, ai-je répété, ma voix tremblante, incapable de comprendre les mots que je prononçais. Mais Joris, c'est ma remise de diplôme. Je suis major de promotion. Je dois faire le discours de clôture devant tout le corps professoral. Papa et maman sont avec toi? Passe-les-moi. Ouais. Papa est en train d'allumer le feu, il galère un peu avec le charbon. Maman prépare les salades composées dans la cuisine. On s'est dit que tu pourrais prendre le train après ta cérémonie, tranquille, et nous rejoindre. On te gardera une saucisse, promis.
Une saucisse. Ils allaient me garder une saucisse. La colère, froide, violente, destructrice, a commencé à monter en moi, remplaçant la sidération. J'ai hurlé dans le téléphone, m'attirant les regards choqués de quelques passants et d'une famille qui prenait une photo. « Passe-moi maman. » Tout de suite. Ne discute pas. Il y a eu des bruits de frottement, des soupirs, puis la voix de ma mère, Muriel. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée d'être dérangée. Soline, ne commence pas à faire des histoires pour rien. Lali a tout organisé, c'est une surprise pour nous, elle est si gentille. Elle a acheté de la viande de qualité, du bœuf mariné, du bon vin rosé. On ne pouvait pas lui dire non, la pauvre chérie, elle voulait juste bien faire et nous faire plaisir. Et moi, ai-je soufflé, les larmes chaudes et salées commençant à couler malgré moi sur mes joues, ruinant mon maquillage soigneusement appliqué. Maman, ça fait 9 ans que je travaille comme une forçate pour ce moment. Je vous ai envoyé 1 000 € pour la voiture. Vous m'aviez promis. Vous m'avez juré que vous viendriez. Oh, arrête avec ton argent, toujours l'argent, a-t-elle claqué sèchement. Tu es égoïste, Soline. Tu as toujours été comme ça. Toujours à penser à tes diplômes, à ta gloire personnelle, à tes réussites. Ton frère a enfin trouvé une fille bien, une fille qui s'occupe de nous. On doit soutenir son bonheur, c'est fragile un couple. Ta cérémonie, c'est juste des gens qui parlent dans des micros pendant des heures, c'est ennuyeux à mourir. On regardera les photos plus tard sur Facebook. Et pour la voiture, disons que l'argent a été utile pour l'organisation d'aujourd'hui. La viande de bœuf pour 8 personnes, le champagne, ça coûte cher tu sais. J'ai cru que j'allais vomir. Là, sur le trottoir immaculé de l'université. Ils avaient utilisé mes économies. Mon argent de survie. L'argent de mes nuits blanches, de mes repas sautés, de mes angoisses de fin de mois. Ils l'avaient utilisé pour acheter des côtes de bœuf, des merguez et du rosé pour la petite amie de Joris. Ils étaient en train de manger mon diplôme. Ils étaient en train de digérer mes sacrifices. Tu ne viens pas, alors, ai-je demandé, une dernière lueur d'espoir stupide et pathétique brillant encore en moi. Non. On est bien ici, dans le jardin. Viens plus tard si tu veux, il restera sûrement du gâteau. Mais ne fais pas la tête en arrivant, on ne veut pas d'ondes négatives aujourd'hui. Elle a raccroché. Juste comme ça. Clic, je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité du vide, le bruit du néant. Autour de moi, le monde continuait de tourner. Des familles s'étreignaient. Un père disait à sa fille juste à côté de moi, « Je suis tellement fier de toi, ma chérie, tu es notre lumière. » Je n'avais jamais ressenti une telle douleur physique. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une amputation sans anesthésie. Il n'avait pas juste raté un événement. Il m'avait effacé, annulé, au profit d'une grillade dominicale. Ils avaient choisi l'éphémère plaisir d'un dimanche au soleil et le ventre plein plutôt que la consécration de la vie de leur propre fille. Je dois faire une pause ici car mes mains tremblent encore en écrivant ces lignes, la rage est toujours là, intacte. Soyez honnête avec moi, je vous en prie. Si vous étiez à ma place, seul, trahi, volé par votre propre famille pour un barbecue, humilié de la sorte, qu'est-ce que vous auriez fait? Auriez-vous pleuré en silence dans un coin? Auriez-vous tout cassé? Auriez-vous pris votre voiture pour aller renverser le barbecue? Dites-le moi en commentaire. Je veux savoir si ma réaction suivante, celle qui allait tout changer, était justifiée. Je suis entré dans l'amphithéâtre comme un robot, un automate privé d'âme. Mes jambes avançaient toutes seules, par habitude, par devoir. La salle était immense, majestueuse, intimidante avec ses velours rouges profonds, ses boiseries dorées centenaires et ses lustres de cristal. Il y avait plus de 1000 personnes entassées là. Le brouhaha était assourdissant, un mélange de rires, de conversations excitées et de musique classique en fond sonore. Je me suis dirigé vers le premier rang, la place d'honneur. Là, au centre, juste devant le pupitre, il y avait 3 chaises vides. Sur chacune d'elles, une petite affichette cartonnée blanche avec mon nom écrit en lettres noires, réservé, famille de Solinaire. Ces 3 rectangles de papier blanc me narguaient. Ils hurlaient mon abandon. Ils étaient comme 3 pierres tombales alignées. Je me suis assise à ma place, juste à côté de ces vides béants qui semblaient aspirer toute l'énergie autour de moi. Les autres diplômés, assis à côté et derrière moi, me regardaient du coin de l'œil.
Il voyait bien que quelque chose clochait terriblement. Où étaient les fleurs? Où étaient les parents émus avec leur caméscope? Où étaient les embrassades? Une collègue de promo, Élodie, une fille gentille avec qui j'avais partagé quelques travaux dirigés, s'est penchée vers moi, inquiète. Ils sont en retard à cause des bouchons sur l'autoroute? C'est toujours l'enfer le dimanche. J'ai serré les dents si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser net dans ma bouche. Non. Ils ne sont pas dans les bouchons. Ils ont un barbecue. Élodie a cligné des yeux, confuse, pensant à une blague cynique de ma part. Elle a vu mon visage ravagé, mes yeux rouges, les traces de larmes séchées sur mes joues, et elle s'est tue, gênée, ne sachant plus quoi dire face à une telle énormité. Soudain, une main ferme et chaude s'est posée sur mon épaule tremblante. C'était le professeur Agnès Vernier, ma directrice de thèse. Une femme de fer, aux cheveux gris coupés courts, respectée dans le monde entier pour ses travaux révolutionnaires sur le cortex cérébral. Elle m'avait vu grandir scientifiquement, elle avait corrigé mes erreurs, guidé mes recherches. Elle connaissait ma situation précaire, même si je ne m'en plaignais jamais ouvertement. Elle avait deviné mes faims, mes fatigues. « Soline » a-t-elle murmuré d'une voix douce que je ne lui connaissais pas, il faut que je te briefe pour ton discours. C'est le grand moment. Tu passes dans 10 minutes exactement. Je me suis levée brusquement, manquant de renverser ma chaise, et j'ai couru vers les toilettes sans un mot. Je me suis enfermée dans une cabine étroite et j'ai eu un haut-le-cœur violent. Rien n'est sorti, mon estomac était désespérément vide, tordu par la douleur émotionnelle. Madame Vernier m'a suivi. Elle n'a pas frappé à la porte. Elle a attendu patiemment que je sorte. Quand j'ai ouvert la porte, le visage livide, les mains mouites, elle était là, appuyée contre les lavabos. Ils ne sont pas venus, ai-je dit, la voix brisée, l'aveu sortant enfin de ma gorge. Ils ont pris mon argent, mes 1000 €, et ils font un barbecue avec la copine de Joris. Ils mangent ma réussite. Le visage du professeur Vernier s'est durci instantanément. Je n'avais jamais vu une telle expression chez elle. Ce n'était pas de la pitié, je détestais la pitié. C'était de la rage. Une rage froide, intellectuelle, puissante. Elle a pris mes mains glacées dans les siennes, chaudes et fermes. Écoute-moi bien, Soline. Regarde-moi. Tu vois ces larmes? Tu les sèches. Tout de suite. Tu n'es pas une victime. Tu es un docteur en sciences. Tu as survécu à 9 ans de solitude, tu as survécu à la faim, au froid, au doute. Tu survivras à cet après-midi. Elle a sorti un mouchoir en tissu de sa poche et a essuyé mes joues avec une tendresse maternelle brute que je n'avais jamais connue chez ma propre mère. Tu as un discours à faire. Tu as le choix, Soline. Soit tu lis le texte poli et conventionnel que tu as préparé, ou tu remercies des gens qui ne méritent même pas ton bonjour, ou tu mens pour sauver les apparences. Soit tu dis la vérité. Transforme ta douleur en données, Soline. C'est ce que font les scientifiques. On observe, on analyse, on expose les faits. Elle m'a regardé droit dans les yeux, me transmettant sa force. Va sur cette scène. Prends ce micro. Et montre-leur ce qu'ils ont raté. Montre-leur qui tu es. Je suis retournée dans la salle. J'ai marché vers les 3 chaises vides, le pas long mais décidé. J'ai arraché les affichettes réservées. Je les ai froissées en boule dans ma main, avec une violence qui m'a surprise moi-même. Le doyen, un homme imposant à la voix de stentor, a appelé mon nom. Et maintenant, pour clore cette cérémonie, j'appelle la major de notre promotion, celle qui a obtenu la plus haute distinction du jury, le docteur Solinaire, pour le discours de clôture. Les applaudissements ont retenti, polis, nourris. Je me suis levée. J'ai marché vers le podium. La lumière des projecteurs m'a aveuglée, créant un halo blanc autour de moi. J'étais seule face à une marée humaine, face à des centaines de visages inconnus. J'ai posé mes feuillets sur le pupitre en bois verni. Mon discours préparé était là, écrit proprement. Merci à mes parents pour leur soutien indéfectible, pour leur amour. J'ai regardé ce mensonge écrit sur le papier. Ces mots me donnaient la nausée. Puis j'ai pensé à l'odeur des saucisses grillées à Nîmes. J'ai pensé au rire de ma mère. J'ai pensé à mes 1000 € transformés en fumée et en gras. J'ai plié le papier en 2. Puis en 4. Lentement. Et je l'ai mis dans la poche de ma toge. J'ai levé la tête.
J'ai regardé la caméra au fond de la salle, celle qui diffusait l'événement en direct sur YouTube. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers professeurs. Le silence s'est fait dans l'immense salle. Total. Pesant. On aurait pu entendre une mouche voler. Aujourd'hui, je devais vous parler de persévérance, de l'avenir de la science, de biotechnologie et de l'importance fondamentale de la famille dans la réussite d'un étudiant. J'avais préparé des remerciements émouvants, des phrases bien tournées, pour mes parents, pour les sacrifices qu'ils auraient faits pour que je sois ici. J'ai fait une pause. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pointé du doigt les 3 sièges vides au premier rang, juste devant moi. Le caméraman, par réflexe professionnel ou par génie de l'instant, a zoomé dessus, projetant l'image des sièges vides sur l'écran géant derrière moi. Vous voyez ces 3 chaises? Regardez-les bien. Elles sont vides. Mes parents et mon frère ne sont pas morts. Ils ne sont pas malades à l'hôpital. Ils n'ont pas eu d'accident. En ce moment même, à 50 km d'ici, ils profitent d'un barbecue dans leur jardin parce qu'il fait beau, que le ciel est bleu et que la nouvelle copine de mon frère, qu'il connaît depuis quelques mois, avait envie de grillade. Un murmure de choc a parcouru la salle, comme une onde de choc physique. J'ai entendu des « oh mon Dieu » étouffés, des rires nerveux. La semaine dernière, ai-je continué, ma voix gagnant en assurance, devenant froide et tranchante comme un scalpel de chirurgien, ma mère m'a appelé en pleurs. Elle avait besoin de 1 000 € pour réparer la voiture de mon père, soi-disant pour pouvoir venir aujourd'hui, pour être présente à ma remise de diplôme. Je suis étudiante. Je ne suis pas riche. Je vis avec moins de 500 € par mois une fois mon loyer payé. Mais je leur ai donné toutes mes économies. Chaque centime que j'avais mis de côté depuis 2 ans en sautant des repas. Je me suis penchée vers le micro, mes mains agrippant le pupitre, fixant l'objectif de la caméra comme si je pouvais voir mon frère à travers l'écran, comme si je pouvais transpercer la distance qui nous séparait. J'ai appris il y a 1 heure, par téléphone, que la voiture n'a jamais été en panne. C'était un mensonge. Mes 1 000 € financent en ce moment même le champagne, les côtes de bœuf et la fête de ce fameux barbecue. Ils fêtent la vie, disent-ils, pendant que je fête ma survie. Quelqu'un dans la salle a crié, c'est honteux. Une autre voix a lancé, bravo. J'ai levé la main pour demander le calme. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais la justice. Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez pitié de moi. Je ne suis pas une victime. Je vous dis ça parce que pendant longtemps, trop longtemps, j'ai cru que je ne valais rien si ma famille ne m'applaudissait pas. J'ai travaillé pour leur approbation. J'ai choisi cette filière difficile pour qu'ils soient fiers. Mais aujourd'hui, devant ces chaises vides, je réalise quelque chose de fondamental, une vérité que je veux partager avec vous. J'ai regardé le professeur Vernier, qui souriait au fond de la scène, les bras croisés, un regard de fierté intense sur le visage. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est de la biologie, c'est de l'ADN, c'est du hasard. La famille, la vraie, ce sont les gens qui sont là. Ce sont ceux qui vous tiennent la main quand vous avez peur, pas ceux qui vous volent pour acheter des saucisses. Ce sont ceux qui se lèvent à 4 heures du matin pour vous aider. Mon diplôme, je ne le dédie pas à mes parents absents. Je le dédie à moi-même. À la petite fille qui a étudié à la lumière d'une bougie parce que l'électricité était coupée. À l'étudiante qui a mangé du riz pendant des mois. Je le dédie aux amis qui sont dans cette salle. À mes professeurs. C'est vous, ma famille. J'ai pris mon diplôme, ce rouleau de papier qui représentait ma vie, et je l'ai levé vers le plafond, vers la lumière. Je suis le docteur Solinaire. Et je n'ai besoin de personne d'autre pour savoir qui je suis. J'ai quitté le podium. Pendant une seconde qui a duré une éternité, il n'y a eu aucun bruit. Puis, l'amphithéâtre a explosé. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un tonnerre, un rugissement. Les étudiants se sont levés comme un seul homme. Les professeurs, même les plus âgés et les plus stricts, se sont levés. Des gens pleuraient ouvertement. Des inconnus me tapaient dans le dos, me criaient des mots d'encouragement. Je tremblais de tous mes membres, l'adrénaline retombant brutalement, me laissant épuisée, vide mais étrangement légère. Je ne savais pas encore que dans la salle, un étudiant en journalisme avait filmé toute la scène avec son téléphone en haute définition. Je ne savais pas qu'il venait d'appuyer sur publier sur TikTok avec la légende, le discours le plus triste et le plus badass de l'histoire #BarbecueGate.
Je suis rentrée chez moi, j'ai éteint mon téléphone et je me suis effondrée de sommeil sur mon lit, tout habillée. Je pensais que c'était fini. Que j'avais vidé mon sac et que la vie reprendrait son cours. Mais le karma, mes amis, le karma venait juste de se mettre à table et il avait très faim. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la sensation d'avoir été percutée par un camion. J'avais la tête lourde, les yeux gonflés. J'ai allumé mon téléphone, hésitante. Il a failli exploser entre mes mains tant il vibrait. Des milliers de notifications. Des messages, des appels manqués, des alertes de réseaux sociaux. TikTok, 3 millions de vues en 12 heures. Twitter, le hashtag la fille au barbecue était en tendance numéro 1 en France, devant la politique et le football. YouTube, la vidéo officielle de l'université, celle de bonne qualité, avait dépassé les 2 millions de vues. J'ai ouvert les réseaux sociaux avec une appréhension terrible. J'avais peur de m'être ridiculisée. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Le monde entier avait vu mon discours. Et le monde entier, à une écrasante majorité, avait choisi son camp. Le mien. Les commentaires défilaient à une vitesse folle, impossible à suivre. Je suis un père de famille de 50 ans, je suis ouvrier, et je pleure devant mon café ce matin. Comment peut-on faire ça à son enfant? Comment peut-on préférer de la viande à la fierté de sa fille? Quelqu'un a l'adresse du barbecue? Je veux juste aller discuter avec eux. Elle est incroyable. Bravo docteur. Tu es notre héroïne. J'ai vécu la même chose, merci d'avoir parlé. Mais le pire, ou le meilleur selon le point de vue, c'est que les internautes sont des détectives redoutables, bien plus efficaces que la police. Avec mon nom de famille et ma ville d'origine, ils avaient retrouvé le profil Facebook public de mon frère Joris. Et ils avaient trouvé la photo. Postée hier à 13h, pile au moment où je montais sur scène. Une photo de Joris, Lali, et mes parents, verre de vin à la main, tout sourire, graisseux, devant un barbecue fumant chargé de viande. La légende écrite par Joris disait « Dimanche parfait en famille ». Le bonheur simple, loin des prises de tête, émoticône, cœur. Les commentaires sous cette photo étaient un massacre, une exécution publique. Des milliers d'inconnus avaient envahi leur petit monde égoïste. Vous savourez votre viande payée avec l'argent volé à votre fille? La honte de la France, c'est vous. Regardez-vous, pathétique avec vos saucisses. Soline est docteur, elle sauve des vies, et vous, vous êtes des héros, des parasites. Rendez les 1000 euros. J'ai senti un rire nerveux monter en moi, incontrôlable. C'était terrifiant, cette violence numérique, mais c'était aussi jouissif. Pour la première fois de ma vie, la vérité n'était pas étouffée, cachée sous le tapis familial. Elle était exposée à la lumière crue d'Internet. Il ne pouvait plus mentir. Mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Joris. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché, mettant le haut-parleur pour ne pas avoir à coller sa voix contre mon oreille. « Tu es malade » a-t-il hurlé. Sa voix était aiguë, paniquée, au bord de l'hystérie. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenue folle? Tu as vu ce que les gens écrivent? Ils insultent Lali. Ils la traitent de tous les noms. Ils traitent maman de monstre, de mère indigne. » Je buvais mon café froid, étrangement calme, détaché. Je n'ai rien fait, Joris. Je n'ai pas demandé aux gens d'écrire ça. J'ai juste raconté ma journée lors de mon discours. C'est la vérité, non? Pourquoi? Le barbecue n'était pas bon? La viande était trop cuite? Arrête de faire la maligne avec moi. Lali est en crise de nerfs, elle pleure depuis 2 heures. Son patron a vu la vidéo, tout le monde se moque d'elle au bureau ce matin. Tu dois faire une vidéo d'excuses. Tout de suite. Tu m'entends? Tu fais une vidéo, tu dis que tu as exagéré, que tu étais stressé, que c'était une blague de famille. Une blague, ai-je répété, la voix glaciale. Comme mes 1000 euros? C'était une blague aussi? Maman veut te parler. Il a passé le téléphone sans attendre. Soline. La voix de ma mère tremblait. Pas de tristesse, mais de peur, de panique sociale. Tu te rends compte de l'image que tu donnes de nous? Les voisins nous regardent de travers ce matin en sortant les poubelles. La boulangère n'a même pas voulu me dire bonjour, elle m'a rendu la monnaie sans me regarder. Tu as détruit notre réputation pour un petit moment de gloire sur Internet.
J'ai détruit votre réputation, ai-je demandé doucement, savourant chaque mot. Non maman. C'est vous qui l'avez fait. Vous avez choisi le barbecue. Vous avez choisi de mentir. Vous avez choisi de me voler. Assumez la digestion. C'est lourd, n'est-ce pas? J'ai raccroché. Et pour faire bonne mesure, pour clouer le cercueil de leur mauvaise foi, j'ai pris une capture d'écran de mon application bancaire. Le virement de 1 000 € daté de la semaine précédente avec le libellé très clair que j'avais inscrit. Réparation voiture papa, urge. Je l'ai posté sur Twitter en réponse à un internaute sceptique qui demandait si l'histoire de l'argent était vraie ou si j'avais inventé ça pour le buzz. Légende, les reçus sont là. Bon appétit à tous. C'était la goutte d'eau, l'étincelle qui allait transformer la tempête en ouragan dévastateur. Dans les jours qui ont suivi, la situation est devenue totalement incontrôlable pour ma famille. Ils étaient assiégés. Lali, blessée dans son ego démesuré, incapable de supporter d'être la méchante de l'histoire, a décidé de contre-attaquer. Mauvaise idée. Très mauvaise idée face à Internet. Elle a publié un long texte larmoyant sur sa page Facebook, jouant la victime innocente. Elle écrivait « Soline est une manipulatrice perverse. Elle a toujours méprisé sa famille parce qu'elle a fait des études et pas nous. Elle nous prend de haut. Elle nous a interdit de venir à sa cérémonie parce qu'elle avait honte de nos vêtements pas assez chics, elle disait qu'on ferait tâche. L'histoire de l'argent est fausse, c'était un cadeau qu'elle nous a fait pour mon anniversaire, elle me l'avait promis. C'était grossier. C'était mal écrit. C'était faux. Et Internet n'a pas été dupe une seconde. Mais le coup de grâce, celui qui a définitivement scellé leur sort, est venu d'une source inattendue. Ma tante Martine. La sœur de ma mère, la brebis galeuse de la famille avec qui nous avions peu de contact car ma mère la trouvait trop critique et jalouse. Tante Martine a surgi des tréfonds de Facebook et a commenté directement sous le post de Lali. Un commentaire assassin qui a reçu 50 000 likes en 1 heure. Arrête tes mensonges, petite sotte. J'ai vu les SMS où Muriel se moquait de la cérémonie de Soline la semaine dernière, en disant à ma cousine que c'était trop loin pour voir des gens en robe de chambre s'ennuyer. Et pour l'argent, Régis m'a lui-même dit au téléphone, tout fier, qu'il avait réussi à gratter 1 000 € à Soline en inventant une panne pour acheter ton cadeau et la viande de luxe. Tu connais Joris depuis 6 mois, tu ne sais rien de ce que cette gamine a enduré pendant 10 ans. Tais-toi et aie un peu de dignité. Boum. C'était fini. La tentative de diffamation s'est retournée contre eux comme un boomerang en pleine figure. 2 jours plus tard, j'ai appris par un cousin éloigné que Joris avait été convoqué par son patron. Il travaillait comme livreur pour une grosse entreprise de logistique locale. Apparemment, l'entreprise recevait des centaines d'appels et d'emails de gens furieux disant qu'ils ne voulaient pas être livrés par le type du barbecue qui vole sa sœur. L'image de marque de la société était menacée. Ils l'ont licencié pour faute grave portant atteinte à l'image de la société. C'était cruel. C'était violent. Joris se retrouvait au chômage. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser, chais. Bien fait. C'était la justice immanente. Je suis partie à Paris pour mon nouveau poste la semaine suivante. J'ai changé de numéro de téléphone pour avoir la paix. J'ai bloqué leurs emails. Je me suis plongée corps et âme dans mon travail, mes recherches, ma nouvelle vie parisienne. Je me sentais légère, libre, comme si on m'avait enfin retiré un sac de pierre de 50 kilos que je portais sur le dos depuis ma naissance. Mais les narcissiques ne lâchent jamais prise aussi facilement. Ils sont comme des sangsues. Ils attendent le moment où vous baissez votre garde, où vous vous sentez en sécurité. Pour eux, ce moment, c'était Noël. 6 mois avaient passé. C'était le mois de décembre. Paris était illuminé, magnifique, vibrante. J'avais des collègues formidables, intelligents et bienveillants, qui m'avaient invité à passer le réveillon avec eux. J'avais enfin une vie sociale épanouie. Mais une petite voix stupide au fond de moi, cette voix d'enfant blessé qui réclame éternellement l'amour de ses parents, me tourmentait encore. Peut-être qu'ils ont compris la leçon. Peut-être qu'ils ont changé après tout ce scandale. C'est Noël après tout. C'est alors que j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, en papier, manuscrite, écrite par ma mère. Elle avait dû l'envoyer à mon ancienne adresse qui avait fait suivre le courrier. Soline, Noël approche. La famille doit être unie, c'est sacré.
Ton père a des problèmes de dos qui s'aggravent, le stress de cette histoire l'a vieilli de 10 ans. Joris ne trouve pas de travail, il déprime à la maison. On te pardonne pour le scandale que tu as causé. On est prêt à passer l'éponge. Reviens à la maison pour Noël. On fera un effort pour t'accueillir. On te pardonne. Cette phrase résonnait dans ma tête. L'audace, le culot monumental de cette phrase m'a fait rire jaune. Il me pardonnait? À moi? La victime? Pourtant, contre toute logique, j'ai décidé d'y aller. Pas pour me réconcilier. Pas pour pleurer dans leurs bras. Mais pour vérifier. J'avais besoin de voir de mes propres yeux s'il restait quelque chose à sauver, une étincelle d'humanité. Ou si je devais définitivement, irrémédiablement, fermer le livre de mon enfance. J'ai loué une belle voiture, une berline confortable. J'ai acheté une très bonne bouteille de vin, un grand cru classé de Bordeaux, hors de prix, pour montrer que je n'étais pas rancunière, que j'avais du savoir-vivre. J'ai roulé jusqu'à Nîmes, le ventre noué. Quand je suis arrivée devant la maison de mon enfance, mon cœur s'est serré. La peinture s'écaillait. La pelouse était mal tondue. La voiture de Lali était là, garée dans l'allée. Elle vivait donc ici maintenant? J'ai frappé à la porte. Ma mère a ouvert. Elle a vieilli, c'est vrai, ses traits étaient tirés. Mais son regard était le même, calculateur, froid, évaluant ma tenue, ma voiture. Ah, te voilà. Entre. Ne salis pas le tapis, je viens de le nettoyer. Pas d'embrassade. Pas de tu m'as manqué. Pas de chaleur. Juste une instruction ménagère. Dans le salon, Joris était affalé sur le canapé, manette en main, jouant à la console comme un adolescent attardé. Lali était dans la cuisine, faisant cliqueter de la vaisselle. Salut la star, a grommelé Joris sans même lever les yeux de son écran. T'as ramené des sous ou juste ta prétention habituelle? J'ai posé la bouteille de vin sur la table basse, à côté de ses pieds. Je suis venu passer Noël en famille, Joris. Bonjour à toi aussi. Lali est sortie de la cuisine. Elle portait un tablier à fleurs ridicules. Elle m'a foudroyé du regard. Tiens, celle qui a ruiné ma vie est de retour. J'espère que tu as prévu de gros cadeaux pour compenser le préjudice moral. Joris veut une moto, vu qu'il a perdu son job à cause de tes mensonges, il a besoin de se déplacer. J'ai regardé mon père, assis dans son fauteuil, le regard fuyant. Papa? Tu n'as rien à dire? Il a soupiré, mal à l'aise, se grattant la tête. Écoute Soline, t'as réussi, on le sait, t'as de l'argent maintenant, tu vis à Paris. C'est normal d'aider sa famille. Ton frère est dans la galère noire. On pensait que, comme cadeau de Noël et pour te faire pardonner, tu pourrais lui faire un virement de 2000 ou 3000 euros. Pour l'aider à se lancer, à rebondir. C'est Noël après tout, c'est le moment du partage. Tout s'est cristallisé dans mon esprit en une seconde. Une clarté aveuglante. Ils ne m'avaient pas invité parce que je leur manquais. Ils ne m'avaient pas invité par amour. Ils m'avaient invité parce qu'ils avaient besoin d'un distributeur automatique de billets. Ils n'avaient aucun remords. Aucune conscience. Ils étaient vides de l'intérieur. J'ai regardé la bouteille de vin sur la table. Un Château Margaux 2015. Trop bon pour eux. Beaucoup trop bon. J'ai pris la bouteille de vin calmement par le goulot. Qu'est-ce que tu fais? A demandé ma mère, surprise par mon geste. Je reprends ça. Le vin, c'est pour les humains. Pour les gens qui ont une âme. Pas pour les parasites. Joris a bondi du canapé, lâchant sa manette. Son visage était rouge de colère. Tu te prends pour qui, sale petite? Donne le fric. Tu nous le dois. On t'a nourri pendant 20 ans. Je me suis dirigée vers la porte, sans courir, avec une dignité royale. Si vous me contactez encore une fois, ai-je dit d'une voix calme, posée, mais terriblement menaçante qui a fait reculer Lali d'un pas. Si vous m'appelez, si vous m'écrivez, si vous approchez de mon travail, je porte plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion. Et croyez-moi, avec mes 5 millions de témoins sur Internet, avec les avocats que je peux me payer maintenant, vous ne voulez pas jouer à ça avec moi. Vous perdrez tout. Je suis sortie dans l'air froid de décembre. J'ai claqué la porte. Ce bruit sec, définitif, c'était le son de ma liberté.
C'était le son d'une chaîne qui se brise. Joris a couru après moi jusqu'à la voiture, en chaussettes dans la boue, tapant sur la vitre alors que je démarrais le moteur. Sale égoïste. Tu mourras seul. Personne ne t'aimera jamais. J'ai mis la musique à fond, un morceau de rock violent, j'ai fait un doigt d'honneur lent et précis dans le rétroviseur, et j'ai roulé vers l'autoroute. Je n'ai jamais regardé en arrière. Pas une seule fois. Je pleurais, oui, mais c'était des larmes de soulagement. Un an plus tard. J'étais dans mon bureau à Paris, entouré de mes collègues, de mes étudiants. Je venais de recevoir le prix national du jeune chercheur de l'année pour mes travaux sur la régénération neuronale. Cette fois, la salle de réception était pleine à craquer. Tante Martine était là, au premier rang, pleurant à chaudes larmes dans son mouchoir, fière comme si j'étais sa propre fille. Le professeur Vernier était là, rayonnante. Mes amis, ma nouvelle famille, étaient là. Il n'y avait aucune chaise vide. Pas une seule. L'amour remplissait la pièce. Mais l'histoire a un dernier rebondissement, car le mal ne dort jamais vraiment. Quelques jours après cette remise de prix, j'ai reçu un courrier recommandé au laboratoire. Une lettre d'avocat. Mes parents m'attaquaient en justice. Ils invoquaient l'obligation alimentaire, article 205 du Code civil français, une loi qui oblige les enfants à subvenir aux besoins de leurs parents s'ils sont dans le besoin. Ils réclamaient une pension mensuelle de 800 €, arguant qu'ils étaient pauvres, malades, et que je les avais abandonnés alors que j'étais riche. J'ai eu peur un instant. Mon vieux réflexe de petite fille terrorisée est revenu. Mais j'avais oublié une chose, j'étais une scientifique. Et une scientifique garde des traces de tout. J'ai engagé un avocat redoutable, un spécialiste du droit de la famille. Nous avons compilé un dossier de 50 pages, solide comme du béton, les preuves des virements passés, y compris les 1000 €, les témoignages de violences psychologiques, les captures d'écran de leurs insultes, les témoignages de tante Martine, et surtout, la preuve irréfutable que leur pauvreté soudaine était due à leur mauvaise gestion financière. Ils avaient acheté une piscine gonflable géante et un écran plein incurvé le mois précédent, alors qu'ils se disaient ruinés. Le juge aux affaires familiales a examiné le dossier en silence. Il a levé les yeux vers mes parents, qui jouaient les petits vieux fragiles sur leur banc. Puis il m'a regardé, moi, la tête haute. Il a rejeté leur demande. Sèchement. Il a même déclaré dans son jugement que leur comportement passé et présent relevait de l'ingratitude grave, une clause rare qui peut annuler l'obligation alimentaire des enfants envers les parents. Il les a condamnés à payer mes frais d'avocat. En sortant du tribunal, mon père a essayé de m'attraper le bras dans le couloir, le visage décomposé. Soline, attends, on peut s'arranger, on est une famille. Je me suis écartée vivement, comme si son contact était brûlant. J'ai ajusté ma veste. Je ne connais pas ces gens, ai-je dit à mon avocat d'une voix forte. Allons déjeuner, j'ai une faim de loup. Aujourd'hui, je suis heureuse. Vraiment, profondément heureuse. J'ai compris que l'ADN n'est qu'une séquence de nucléotides, une information biologique. Cela ne crée pas d'amour. Cela ne crée pas de devoir. L'amour, c'est un acte volontaire. C'est une présence. C'est le choix d'être là. J'ai encadré mon diplôme de doctorat dans mon bureau. À côté, je n'ai pas mis de photo de mes parents. J'ai mis la photo de mes amis et moi au restaurant ce soir-là, après le tribunal, riant aux éclats devant un immense plateau de fruits de mer, le verre à la main. C'est ça, ma vraie photo de famille. J'ai perdu des parents toxiques, c'est vrai. J'ai perdu un frère. Mais j'ai gagné ma liberté, ma dignité, et une famille de cœur incroyable qui ne me raterait pour rien au monde, même pour le meilleur barbecue de l'univers. Voilà mon histoire. C'est l'histoire de ma libération. Et vous? Je m'adresse à vous qui m'écoutez. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres de votre famille pour vous sauver la peau? Avez-vous vécu une trahison similaire lors d'un grand événement de votre vie? Avez-vous déjà senti que votre famille préférait son petit confort à votre grand bonheur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Ne gardez pas ça pour vous. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul, à comprendre qu'il a le droit de dire stop. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour soutenir la chaîne, et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, protégez votre cœur, et choisissez bien avec qui vous faites vos barbecues. À bientôt.